Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose que nous débutions ce conseil municipal du 11 juillet 2023, le quorum étant atteint. J'ai reçu une procuration de Daniel Masson qui donne procuration à Laurence Beccarelli, de Charles Herman Gomez qui donne procuration à Édouard Cassal, de Serge Baillet qui donne procuration à Véronique Code et d'Éric Gavarret qui me donne procuration. Est-ce que vous avez des procurations? Avant de commencer l'ordre du jour, je voudrais vous proposer deux choses. La première, déjà vous informer de la présentation qui était prévue de la gendarmerie et de la police municipale qui a été décalée au conseil municipal du mois de septembre au regard d'événements personnels. Un des deux présentateurs du bilan de l'action de la police municipale et de la gendarmerie. Donc, je vous propose que ce soit plus simple, que les bons interlocuteurs soient là, de reporter cette présentation au mois de septembre. Et le deuxième point, je vous propose aussi de remonter le point 10 de l'ordre du jour concernant le village des associations au point 2 de l'ordre du jour, parce qu'une fois que nous aurons délibéré, je vous proposerai de suspendre le conseil municipal de manière à ce que le candidat lauréat puisse faire une présentation du projet et que nous puissions lui poser quelques questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux remarques, ces deux propositions, de manière à ne pas demander au lauréat de tenir jusqu'à 22h? Monsieur Augustin, allez-y, je coupe. Sur la première proposition, on n'a pas le choix, je crois, et puis donc on reporte au mois de septembre. Et sur la deuxième, je crois que c'est intéressant d'avoir une présentation, c'est ce qu'on avait également souhaité en commission pour qu'on puisse mieux appréhender, l'ensemble du conseil municipal puisse mieux appréhender ce projet. Donc très bien, on décale. J'aimerais juste que Mathieu Henry soit là parce que c'est lui qui l'a suivi. Je pense qu'il a un peu de retard, mais il va nous rejoindre. En tout cas, on peut commencer par le point 1 qui est l'approbation du compte rendu. On est d'accord, ça commence. Donc, est-ce qu'il y a tout est bon pour vous sur l'ordre du jour? Alors allons-y. Le point 1, c'est le compte rendu, le procès verbal du conseil municipal du 19 juin 2023. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal? Monsieur Augustin, allez-y. Oui, monsieur le maire, sur le fond, il manque pas mal de choses. Il y a effectivement l'échange entre Édouard et moi, je crois, qui est synthétisé en une demi-ligne. Alors ça reprend une minute de débat sur un fonctionnement assez récurrent et un peu désagréable pour nous de ce conseil municipal où on dépasse les 5 minutes de parole, même s'il y a 8 points, c'est un souci. Donc ça, c'est des choses que, en tout cas, moi, j'aurais souhaité qu'on puisse retrouver dans le PV, puisque ça a eu lieu. Après, sur pas mal de choses, il y a des imprécisions, et sur des imprécisions parce qu'il y a des choses qui, quand on dit qu'il y a un énorme potentiel à Divonne-les-Bains, on a du mal à le réaliser, et on ne dit pas qu'il est irréalisable ce qui est écrit, c'est un exemple, mais on dit qu'on a du mal à le réaliser parce qu'on ne se donne pas les moyens. Irréalisable, ça veut dire qu'on ne peut pas y aller. Enfin, ça paraît peut-être du détail, mais sur la forme des propos qu'on porte, c'est pas tout à fait la même chose. Dernier point concernant la liste unie, en tout cas, tous nos propos sont généralisés, amalgamés sous le nom uni avec un i au pluriel, on ne sait pas qui parle. Quand vous répondez, quand Daniel Masson répond, quand Véronique Code répond, c'est personnalisé. J'ai un peu de mal à comprendre cette déshumanisation de l'opposition. Donc, qu'on puisse identifier les interlocuteurs, ça me semble aussi faire partie d'un compte rendu. Ça faisait partie des remarques que vous voulez porter sur moi. La nomination des interlocuteurs par groupe, c'est ce qui avait été discuté ensemble. On essaiera d'apporter des modifications qui répondent à vos attentes. Et pour le reste, on prend note de ces éléments. On les portera au PV pour montrer qu'il y a des précisions à apporter. Je leur dis simplement sur l'échange avec Édouard, je ne pense pas qu'il soit anodin du tout, et nous on le vit effectivement comme des échanges qui sont permanents, infondés et récurrents, qui sont relayés d'ailleurs publiquement dans le jeudi à Divonne. De la même façon, ce qui a été dit par Vincent Quincampoix à la fin, et ça touche personnellement, n'a pas été repris du tout, enfin en tout cas simplement de façon générale comme un rappel à la loi. Je pense que c'était un point qu'il avait travaillé, qui méritait qu'on puisse l'alimenter un peu plus que la phrase qui a été portée
Au compte rendu, pardon. Très bien, on demandera au procès-verbaliste du coup d'améliorer le contenu des procès-verbaux. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on amende ce procès-verbal avec les remarques qui viennent d'être formulées. Le procès-verbaliste faire le nécessaire et je vous propose du coup qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Donc 2 contre, je pense que Mathieu Emery est aussi contre. Bonsoir. Donc 3 contre, qui s'abstient et une abstention de Caroline qui n'était pas là. Parfait. Vous appelez aussi parfait. Donc, alors on recommence. Donc il y a 3 contre, 3 abstentions et le reste c'est bon. Ok, c'est bon. On est bon alors. Parfait. J'ai oublié de préciser que c'était Véronique Derua qui avait accepté de prendre la charge du secrétariat de la séance. Voilà, je vous propose ensuite du coup qu'on passe au point 10 qui concerne, et qu'on a remonté au point 2 qui concerne la construction du premier module du village des associations. L'objectif étant de pouvoir, après cette délibération, suspendre le conseil municipal pour laisser la parole aux lauréats qui ont fait l'objet d'un, je vais le raconter dans la présentation de ce point, de manière à ce qu'ils puissent par la suite nous présenter le projet et qu'ils puissent du coup répondre aussi à vos questions. Donc je le rappelle, le village des associations, c'est un projet qui est porté par la ville de Divonne depuis maintenant de nombreuses années. Et nous avons en 2020 fait le choix de lancer, en tout cas de travailler sur le premier module, la première partie du village des associations, pour y développer une salle de sport, ou en tout cas une salle dédiée au sport et qui vient compléter le gymnase actuel. Ce travail s'est fait au dernier mandat et encore aujourd'hui en concertation avec les associations lyonnaises et fort d'un constat de surutilisation de nos espaces dédiés aux associations sportives qui aujourd'hui représentent à peu près 14 000 heures d'occupation du gymnase notamment tout au long de l'année. L'idée, elle est aussi d'anticiper les besoins à la fois nouveaux des associations au regard de la croissance de leur activité, en lien avec la croissance de leur nombre d'adhérents, souvent en lien aussi avec l'augmentation de la population, mais également aussi un travail de réorganisation des sites utilisés par les associations au regard des projets d'utilisation des bâtiments différents dans les années qui viennent. Je pense notamment au site de la mairie, que je vous rappelle, nous avons décidé de mettre dans le périmètre de la concession de la DSP et qui aujourd'hui permet à beaucoup d'associations, notamment l'EC, notamment la périphérique, notamment la boxe, de pouvoir exercer, ou en tout cas proposer des cours aux Divonnais. Donc le programme qui a été travaillé et qui a été l'objet du lancement du concours, qu'on a déjà débattu au sein de cette assemblée, prévoit à peu près 100 mètres carrés de zone d'accueil du bâtiment et également à peu près 1200 mètres carrés d'espace dédié au sport et aux annexes, avec notamment et principalement une salle d'armes, une salle de boxe, une salle de danse et un dojo. Je vous laisserai ensuite regarder, je laisserai les candidats apporter des précisions. Nous avons travaillé également avec le bureau Archigroup qui nous a accompagnés pour la définition du cahier des charges et nous avons délibéré en mai 2022 pour la désignation d'un jury qui regroupait à la fois des élus représentant les différents groupes du conseil municipal, des membres du jury qui étaient aussi des personnes qualifiées, à peu près pour un tiers, et ensuite des représentants d'associations. Et pour les associations, c'est Carole Juvigny, la présidente de l'Estocade, le club d'escrime de Divonne, qui avait été désignée avec une concertation dans les différentes associations. Un premier tour de ce jury s'est tenu en juillet 2022 et il a permis, ou il a admis plutôt à concourir 3 candidats qui étaient les bureaux Basalt Architecture, R2K Architecture et Composite SARL Architecture. Je vous cite principalement les noms des têtes de liste, ça ne dit pas comme ça, des mandataires principaux. Je vous passe le détail des groupes qui accompagnent ces mandataires. Suite à cette désignation, il y a des visites de sites qui ont eu lieu et les membres du jury ont été appelés à siéger à nouveau le 10 novembre 2022
après, pour déterminer qui serait proposé comme lauréat à ce concours, avec une analyse qui a été faite par le groupement Archiprogramme sur les différents critères qui étaient ceux de l'évaluation des différents projets. Le choix du jury s'est porté sur le projet proposé par le bureau Composite SARL Architecture pour plusieurs raisons. Le premier, c'était sur le fait que le bâtiment rende lisible et soit visible dans sa relation avec le bâtiment existant et par rapport à l'environnement, qu'il générait des espaces et des parcours fluides pour les utilisateurs du site, que c'était un équipement qui répondait pleinement aux exigences du cahier des charges qui avait été lancé, qui était un bâtiment qui répondait également aux normes environnementales demandées dans le cadre du projet, on pourra en parler un peu plus tard si vous le souhaitez, et qui respectait également le circuit pied-propre, pied-sale important dans l'organisation des activités du site. Le jury a motivé son choix par 4 arguments. Le premier, c'était la présentation du projet architecturalement compact, un projet qui était visuellement qualitatif, qui avait des abords de projets valorisants, notamment tous les espaces paysagers qui sont proposés avant d'entrer dans le bâtiment. Il proposait également des espaces de circulation généreux, des espaces qui permettaient aussi d'observer la pratique des activités sportives depuis les couloirs qui bordent les salles d'activité de ce bâtiment, et un projet qui prenait aussi en compte, et c'est un élément important, le chiffrage des fondations spéciales qui sont nécessaires pour ce bâtiment au regard du site dans lequel il se situe. Plusieurs éléments de négociation ont été amenés, ou en tout cas évoqués par le jury, notamment sur la réduction du nombre d'escaliers, sur le fait de rendre les vestiaires indépendants, sur l'amélioration de la relation entre le bâtiment existant et le nouveau bâtiment, ou encore sur l'organisation de l'ensemble du chantier, de la maîtrise d'ouvrage et de l'amélioration de la proposition des honoraires. Des phases de discussion ont eu lieu en fin d'année dernière. Je crois qu'une dernière phase s'est même tenue au printemps de cette année, de manière à pouvoir renégocier avec le bureau d'architecte les honoraires qui étaient ceux qui étaient proposés au niveau du concours. Donc nous avons aujourd'hui un programme dont l'évaluation était de 2 800 000 € hors taxe, qui est porté aujourd'hui à 3 200 000 € hors taxe par les coûts travaux. Notamment, cette augmentation s'explique par les chiffrages des fondations spéciales de la mise en œuvre du projet. Et je crois que c'était le seul candidat qui proposait ce chiffrage pour un peu plus de 100 000 €. Et puis aussi une réactualisation du coût programme qui datait de 18 mois et qui, au regard de l'évolution des prix et du coût des matières premières, a augmenté également par rapport au chiffrage initial. Donc pour conclure mon propos, et je pense qu'on en reparlera dans le cadre de la présentation qui sera faite et du débat que nous aurons, nous vous proposons de retenir le groupement Composite SARL Architecture, associé à Arcea, au bureau d'études Pentier, au cabinet Montmasson, à SARL Canopée, à Indigène Paysage, à Oxium IEC et à SAS Osmos sur les lauréats du concours 2019, et de déterminer que la mission de base et l'exé est un montant de 380 156,19 € hors taxe, soit un taux de 11,9%, que les missions complémentaires qui sont principalement des diagnostics et tout ce qui relève de la démarche HUE pour un montant de 43 916,40 € hors taxe, et la mission d'OPC qui est de 42 140,83 € hors taxe. Voilà pour la présentation et le choix. En termes de calendrier, aujourd'hui on vous propose de choisir donc, la maîtrise d'œuvre, le bureau d'architecte, qui aujourd'hui a travaillé sur un avant-projet sommaire. Il y a tout un travail qui va se faire sur l'avant-projet, la phase d'après qui sera l'avant-projet détaillé, préalable au dépôt de permis de construire, et ensuite de sélection des entreprises pour la réalisation de ce bâtiment dont nous espérons une livraison pour le premier trimestre 2026.
Voilà en quelques mots le processus, le choix qui a conduit la commission et le jury à choisir le bureau composite. Je vais vous appeler cosmopolite. Ça commence comme ça, je vais vous appeler cosmopolite tout le temps. Donc composite. Je ne sais pas s'il y a des remarques avant qu'on suspende. Il faut d'abord qu'on vote, pour ensuite suspendre la séance et vous laisser la parole. C'est un peu procédural, c'est un peu de procédure, mais au regard de l'enjeu et du montant, on veut s'assurer que si la délibération est attaquée, les choses auront été faites dans l'ordre. Voilà. Mathieu. On attend de discours après. Non, c'est en délibère maintenant. Je pense qu'il y a un. Alors, je redis ce que j'ai dit au démarrage, on délibère maintenant. Donc je pense que les groupes, c'est bien qu'ils s'expriment maintenant. Ensuite, on suspend le conseil municipal. Il y a une présentation qui est faite par les représentants du lauréat. Ensuite, il y aura des questions qui pourront être posées au lauréat à ce moment-là. Ensuite, on passera à la suite de l'ordre du jour. Donc s'il y a des prises de parole par groupe, c'est maintenant qu'il faut les faire avant la délibération, avant le vote. Monsieur. Très bien, donc on est ravis de vous accueillir. Merci de venir nous présenter le projet. On va voter évidemment pour le développement des associations et d'Yvonne et pour un projet qui va être utile. On voudrait juste faire un commentaire sur, une nouvelle fois, la façon de présenter ce projet, que malheureusement on va découvrir ce soir. Donc moi j'ai la chance de faire partie d'un groupe qui a eu un premier aperçu de ce projet, donc je suis un peu privilégié, entre guillemets. Malheureusement, ce projet n'a pas été présenté en commission d'association, alors qu'on l'a demandé plusieurs fois, et on trouve ça vraiment dommage. Et Laurence, c'est pas une surprise. D'accord. Certainement réglementaire, en attendant, on n'a plus de commission association depuis très longtemps. C'est une commission qui devient un peu fantôme. Il y a plusieurs sujets qu'on pourrait aborder dans cette commission. Malheureusement, on ne se réunit pas. Et je pense qu'un sujet de cette envergure, qui encore une fois va probablement être le plus gros de votre mandature en frôlant les 4 millions d'investissements, mériterait une discussion avec ce qu'on peut ou pas partager. Mais visiblement, il y a eu des avancées. La dernière fois qu'on s'était vu, il y avait eu des points pour action qui devaient être adressés. On n'a jamais eu de nouvelles, et ça, on parle d'il y a 6 mois, je pense, au moins. Donc voilà, c'est dommage. Encore une fois, c'est un sujet qui est important pour la ville, c'est un sujet qui va être impliquant au niveau budgétaire, donc ça mériterait une vraie discussion et une discussion ouverte avec tous. Et à commencer par la commission association qui, me semble, devrait être le forum pour discuter de ça. Voilà, mais ça n'a rien à voir par rapport avec vous, on est ravis d'écouter et de suivre ce que vous allez nous présenter aujourd'hui, on attend ça avec impatience. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole par groupe ? Pas de prise de parole, très bien. Je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Je me réjouis de ce choix à l'unanimité. On vous félicite, messieurs du bureau composite. Et du coup, je suspends le conseil municipal de manière à pouvoir vous laisser la parole afin que vous puissiez vous présenter et nous présenter le projet. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc je me présente, Franck Prignot, je suis l'un des 2 associés de l'agence Composite, on est de Grenoble, et voici Mathieu Guillaume, mon associé. On va vous présenter succinctement le projet, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, et vous présenter l'esprit qui a guidé notre conception et qui a amené à proposer le projet tel que vous l'avez vu. Donc l'enjeu, c'était de se raccorder, de créer une extension du gymnase existant, tout en pouvant le développer de manière autonome pendant une phase de chantier qui n'interrompt pas le fonctionnement du bâtiment existant, et ensuite de développer la connexion sur une période la plus courte possible. Donc, comme vous le voyez sur cette vue-là, on fait dos au lac, on regarde vers le gymnase. Le site nous a marqué, parce que c'est un site assez magnifique, ce grand parc en bordure du Léman, très arboré, très végétal. Donc on a souhaité, en travaillant avec le paysagiste, qui est l'agence indigène paysagiste à Lyon, qui fait partie de notre équipe, de valoriser au maximum le parc, avoir le moindre d'impact possible dans ce parc-là, et en plus en aménageant une zone d'entrée qui soit clairement lisible comme étant l'entrée publique du bâtiment,
pour que les gens intuitivement sachent tout de suite aller vers l'entrée, vers l'accès du gymnase. Pour nous, tout bâtiment public doit être absolument perceptible par n'importe qui de manière assez automatique, et on se rend compte là tout de suite par l'aménagement extérieur, par le creux créé entre l'existant et la partie extension, qu'on doit aller au centre, dans cet espace central, qui aujourd'hui était un espace assez minéralisé, qu'on a complètement déminéralisé en introduisant des zones végétales, des zones où l'eau peut pénétrer, et en y remettant des arbres, pour compléter vraiment ce dispositif avec le parc. Donc là, excusez-moi, je vais aller vers l'écran. Donc ici, vous avez l'impact du gymnase avec ces différentes salles existantes. Et ici, la salle, enfin, le volume principal que nous développons est un petit volume, celui qu'on voit ici, qui est le volume d'articulation entre le nouveau et l'existant, et qui, vous le verrez, intègre aussi le dojo. Vous avez dû recevoir des documents graphiques, vous allez peut-être les voir un peu mieux sur vos écrans qu'ici. Là, vous avez une petite axonométrie, on va la revoir après, Mathieu, tu te souviens? Okay. Donc, j'insiste pas plus. Mais vous voyez le plan masse, là, qui montre vraiment qu'on voulait préserver cette partie végétale et l'accentuer en créant un espace de parvis, mais qui ne soit pas complètement minéral, qui permet aux gens de pénétrer et d'attendre aussi, d'attendre les enfants qui sont en train de faire des pratiques sportives ou d'attendre des amis dans un endroit plutôt agréable et protégé du soleil aussi. Vas-y, Mathieu. Donc ça, sur les planches de concours, telles que vous les avez vues, il y avait la première avec le plan masse, la vue principale. Et là, on y reviendra un petit peu. Vous avez une vue de la salle intérieure du dojo et des schémas de plans qui montrent le fonctionnement qu'on vous a proposé en concours avec les coupes et les façades. On va y revenir après. Donc ça, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà commenté. Donc le volume est un volume à toit terrasse avec une toiture végétalisée. Ça fait partie des critères environnementaux qu'on a souhaité développer pour ce projet. Une partie en photovoltaïque aussi pour compléter les dépenses énergétiques du bâtiment. Ça, ce sont des choses qui seront précisées dans les études suivantes pour être dimensionnées, adaptées, discutées bien sûr avec vous en termes de rapport coût d'investissement et coût d'exploitation derrière. Donc voilà le fonctionnement. Ici, le creux dans lequel le public arrive. Nous avons développé un volume au centre, qui est donc ce volume d'articulation, qui se met en relation avec le hall existant qui est ici. Pardon? Oui, le hall existant avec le bar à l'intérieur, parce que vous avez dans votre bâtiment un hall d'un côté et un hall de l'autre côté. On garde le fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui dans le bâtiment existant, simplement on vient prolonger l'espace bar et hall existant par un nouvel espace ici. On profite de la salle de dojo qu'on a mis à l'étage, au même niveau que le dojo existant, pour des facilités de fonctionnement et de communication entre les deux, pour créer une zone couverte à l'entrée qui permet d'attendre à l'abri des intempéries, mais qui permet aussi de faire des pratiques sportives à l'extérieur. Ça nous avait été demandé dans le programme, donc on a installé cet élément-là à l'ombre, au creux du projet, dans son environnement très végétal. Donc on entre ici, un sas qui dessert d'un côté le bar, et de l'autre côté, les zones de distribution du bâtiment, avec des bureaux ici pour les associations, des sanitaires pour le public, et un local technique. Et tout de suite, à partir de ce hall, on perçoit l'ascenseur et un escalier qui permet de monter directement à l'étage. Le projet nous demandait de faire des fonctionnements en pied propre, pied sale, c'est-à-dire qu'on entre avec des chaussures de ville dans un endroit, on se change et on entre dans la salle de sport directement avec des chaussures de sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage à travers les espaces sportifs. Donc à chaque fois, vous le verrez dans l'organisation générale. En violet, là, vous avez les vestiaires de la partie escrime, en bas, avec un système propre salle, c'est-à-dire qu'on rentre dans les vestiaires, on change et on peut accéder directement aux salles après. Et le public, lui, prend un autre chemin de l'autre côté, dans une galerie couverte, on en reviendra sur les volumes, qui permet à la fois de voir vers les activités qui sont en cours dans les salles, ça sera un peu le cas pour n'importe quelle salle, et en même temps de pouvoir stocker du public dans les parties limitées, pour pas qu'il y ait de personnes qui se promènent de partout dans les zones de sport, proprement dit. À l'étage, c'est exactement le même schéma. On arrive par l'ascenseur ou par l'escalier qui fonctionne avec des paliers en demi-niveau pour un confort de progression et surtout
pour se connecter au dojo, parce que le dojo, comme je vous l'ai dit, est à la même altitude que le dojo existant. Par contre, pour des questions de demande du programme de hauteur libre sous plafond, il fallait que les salles, notamment du rez-de-chaussée, soient plus hautes. Donc en fait, cette partie-là est un petit peu plus haute. Il y a une demi-volée d'escalier en plus, à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, plus haut que le reste. Donc ce bâtiment-là est un peu, entre guillemets, en demi-niveau au milieu. Mais la progression se fait par paliers successifs de manière très sobre. Donc on arrive à l'étage sur un nouveau espace de distribution qui donne accès d'un côté par le palier intermédiaire au dojo avec une zone pour le public ici, et de l'autre pour un accès directement depuis les vestiaires du bas ou depuis les vestiaires qui sont en face. C'est la seule salle qui ne bénéficie pas en direct des accès pieds propres, pieds sales, sachant qu'il y a déjà des vestiaires dans la partie existante aussi qui permettent de fonctionner un peu de tous les côtés. Et ici, alors, nous avons les 2 autres salles, c'est-à-dire la boxe qui fait front sur le bout du bâtiment, et à l'arrière, rappelle-moi Mathieu, la salle de danse. Et à chaque fois, on a à nouveau le système avec la circulation dédiée aux sportifs qui permettent de rentrer dans les vestiaires, se changer, accéder sans repasser par les circulations du public dans les différentes salles. Le schéma se répète à peu près à chaque fois, et à chaque fois, on a un local de rangement dédié à chaque activité qui permet de développer l'ensemble du projet. Et en complément, on a des locaux techniques de ventilation liés à tout le système de maintenance du projet. Tu peux passer ? Tu veux rajouter quelque chose ? Donc là, vous avez une vue de cet espace qu'on appelle parvis ou jardin, un petit peu d'entrée qui mène vers l'entrée couverte dont je vous parlais, sous une espèce de grand préau qui est développé, qui permet de se mettre à l'ombre, à l'abri, et en même temps vraiment de créer un lieu d'entrée avec une transparence totale vers le hall derrière, en aménageant, en recyclant un petit peu des choses qui sont déjà sur place, en désimperméabilisant pour faire pénétrer au maximum l'eau dans la nappe phréatique et devoir limiter les rejets éventuels. Et puis surtout végétaliser, apporter vraiment de la fraîcheur. Cet espace-là vraiment fait le lien entre le nouveau bâtiment et l'ancien, et ce hall va créer vraiment une entrée commune aux 2 équipements. En termes d'expression architecturale, le bâtiment existant est d'assez bonne qualité, selon notre point de vue. Avec ses toits cintrés, il a une architecture assez typée. On avait beaucoup de mal à reprendre ce type d'architecture pour des questions de raccordement entre volumes, et puis aussi par rapport à des questions de type de construction qu'on souhaitait mettre en place aujourd'hui. Donc on a proposé un projet relativement sobre dans son écriture, c'est-à-dire des volumes plutôt cubiques, avec un effet de grille déportée, en fait la structure est déportée à l'extérieur, qui crée ces éléments en creux. En fait, on a les éléments porteurs en béton qui sont au premier plan, et les éléments en creux derrière qui peuvent être, là ils sont habillés en bois, mais on a déjà discuté avec vos élus, on pourrait l'habiller de plein d'autres matériaux possibles, ça peut être du zinc, ça peut être des panneaux, ça peut être de l'acier, ces choses-là vont encore évoluer, mais en tout cas en termes d'expression, on restera dans le même principe. Et puis après, des endroits assez ouverts, vitrés, notamment sur le hall d'entrée, pour vraiment marquer l'entrée. Le dojo, vous avez vu la vue intérieure, on la reverra après, avec une grande paroi vitrée au ras du sol pour que les sportifs puissent être en projection sur le parc en permanence. Et puis dans les salles d'activité, alors ça c'est la circulation du public, mais aussi des gens qui vont utiliser le bâtiment. Et puis les salles de sport qui ont des ouvertures, soit un petit peu sur cette zone-là, mais surtout sur le côté nord-est, pour bénéficier après de grandes ouvertures, pareil sur le parc qu'on a souhaité mettre en place. Voilà. Donc la coupe qui montre les empilements, c'est pas très intéressant. On a quand même pour la salle de danse des puits de lumière complémentaires pour amener un complément de lumière naturelle. Ils seront protégés bien entendu du soleil. La toiture, comme je le disais tout à l'heure, végétalisée. Et après, on a un traitement de l'enveloppe du bâtiment qui est très performant, avec sur les parties qui étaient habillées en bois dans l'image, une isolation par l'extérieur, des éléments de structure déportés, traitement des ponts thermiques, etc., pour avoir une enveloppe la plus maîtrisée possible. Oui, je voulais simplement rajouter, d'un point de vue structurel et approche environnementale, c'est un projet qui va bénéficier de travaux là qu'on est en train de réaliser sur d'autres projets
d'équipements sportifs, où on va avoir une ossature certes en béton, comme disait Franck, mais aussi jouer sur des panneaux de remplissage en ossature bois et des isolants biosourcés. Et on espère pouvoir vous proposer, en fonction des allers-retours avec les chiffrages et puis les consultations des entreprises, sur des systèmes de remplissage en paille. Donc pour travailler avec des filières relativement courtes, même si le secteur paille ici est un peu plus limité que dans d'autres régions, mais bon, on a la Bresse qui n'est pas très loin. Le complexe présenté de toiture, on essaiera également de le passer en bois paille pour avoir un maximum d'inertie thermique. Aujourd'hui, on est bien à la démonstration, on a besoin de travailler sur justement ce genre de notions avec des concepts qui soient low-tech, et pas low-cost, mais low-tech en termes de système constructif et puis d'approche technique sur la ventilation du bâtiment, sur son rafraîchissement, son chauffage. Donc avec ces dispositifs-là, on espère bien atteindre sans suréquipement un bâtiment qui puisse avoir des performances et atteindre un confort d'été, estival, qui soit convenable pour la pratique sportive. Voilà. Donc on aura un souci, évidemment, on a des belles surfaces vitrées, mais via des études de facteurs lumière-jour et des simulations thermiques dynamiques, de travailler les occultations au niveau des baies. Voilà. Donc c'est notre approche, ça fait 20 ans qu'on travaille sur ces thèmes-là, et on espère faire bénéficier votre collectivité et travailler à fond ces thèmes-là. Voilà. Donc là, on voit la coupe dans l'autre sens. On voit d'ailleurs là les caissons structurels qui vont tenir la toiture assez épaisse en paille. L'intérêt de la paille, c'est pas seulement le côté écologique, même s'il est très important, le côté biosourcé, filière courte, etc., mais aussi le fait que c'est un matériau qui a un déphasage très lent et du coup, pour le confort d'été, c'est très important, c'est très agréable. C'est le même principe que les apports pour la laine de bois ou pour le chanvre, des choses comme ça, sauf qu'on a des épaisseurs encore plus importantes et du coup un déphasage important. Donc ça va encore toujours plus dans le sens du confort d'été, qui est, comme vous le voyez aujourd'hui, la problématique qu'on a tous aujourd'hui. On fait des bâtiments de plus en plus performants, de plus en plus économes, mais malheureusement la température continue d'augmenter et qu'on se retrouve à avoir des points de difficulté au moment des canicules. Voilà. Une coupe dans l'autre sens qui montre justement le haut vent dont je parlais, qui lui va être protégé du soleil. Et puis voilà, le genre d'espace qu'on veut proposer, c'est un gymnase, un espace sportif, ce sont des grands volumes. Il faut les travailler avec soin parce que c'est surtout ce soin et ces matières qui vont donner la qualité des ambiances. C'est pas la peine de faire des choses très compliquées, mais il faut les faire bien. Donc là, par exemple, le rapport visuel avec l'extérieur me paraissait vraiment important à développer. Mais ce qui nous semblait important aussi, c'est notre thématique de travail, c'est d'allier justement une bonne fonctionnalité, mais un confort de pratique et de vécu dans le bâtiment, que ce soit pour les sportifs ou les parents ou le public, à savoir un bon éclairement naturel, des bonnes relations visuelles sur les extérieurs, même s'il y a toujours une dualité au niveau des demandes des associations ou des pratiquants, il faut savoir bien gérer les apports de lumière naturelle sans que ces apports gênent la pratique sportive. Voilà. Donc, pour le dojo, il y a moins d'enjeux, mais c'est surtout pour les sports de volant ou de balle où on doit éviter les contre-jours. Et puis, on aura un point d'attention sur la salle d'armes en bas, où effectivement on a justement ce questionnement à avoir sur ces effets de contre-jour ou pas, en alternant les ouvertures au niveau des aires de jeu, des pratiques d'escrime. Voilà, pour ces parties-là. Ce qu'on peut vous proposer, c'est de procéder aux questions-réponses, dans le sens où c'est clairement plus dynamique après pour vous, pour avoir des éléments d'informations complémentaires. Merci pour cette présentation. J'imagine qu'il y a des questions. Vincent Quicampo. Ouais,
J'aimerais savoir si les espaces sont climatisés et s'ils ne le sont pas, comment vous gérez la température, parce qu'avec toutes ces baies vitrées, ça va être compliqué. Donc quand vous êtes en combinaison d'escrime, je ne sais pas si vous avez déjà l'été, mais il fait chaud. Là, dans le gymnase actuel, c'est difficile. Donc, ça serait pas mal d'avoir des solutions, je dirais, d'ombrage, etc., de ce genre de choses. Oui, pour simple réponse, notre point d'attention et notre vigilance seront portés sur surtout les espaces de circulation. On est extrêmement vitré, donc là on sait qu'on a des points à régler. Après, pour les gymnases, on a des façades qui sont relativement épaisses, où là on va avoir suffisamment de recul pour avoir des effets de casquette pour limiter les ensoleillements directs. On travaillera avec des screens ou des BSO pour augmenter au niveau des façades exposées. Ici c'est surtout l'est, parce que le matin vous avez un soleil qui se lève très tôt, et on peut avoir des surchauffes très vite le matin sur ces façades exposées. Pour la température, non, il n'y aura pas de climatisation. On fera tout pour ne pas avoir de climatisation. On va travailler sur des systèmes où on va mixer en fait des solutions, et ça, ce sera un travail à mener avec les utilisateurs et donc vous, la commune, sur une action des utilisateurs, à savoir sur des ventilations naturelles. C'est-à-dire qu'il va falloir actionner des éléments pour que la nuit, on ait des ventilations, du rafraîchissement, et ça peut être mis en place, on l'a fait sur beaucoup d'écoles où on a des trappes qu'on peut manœuvrer, mais avoir des systèmes. Et tout à l'heure je vous parlais de low-tech, et c'est là qu'il faut bien mesurer justement ce qu'on peut mettre en place en termes de technique, en coût, en investissement, puis après en entretien pour vous, des systèmes de trappes qui puissent s'ouvrir en fonction de sondes, et qui permettront d'avoir un renouvellement d'air le soir ou la nuit. On arrive quand même à baisser les bâtiments, et puis on a les centrales de traitement d'air qui vont nous aider, qui ont des capteurs, des sondes, et qui permettront qui se déclencheront si on le programme comme ça et si on le conçoit comme ça, pour surventiler la nuit et participer à l'évacuation de l'air chaud en fait, qui s'est emmagasiné. Mais la solution paille, justement, gérer ce déphasage, ça nous permettra de limiter ces actions techniques pour participer au confort d'été. Après, pour compléter, j'espère que j'ai été pas trop vaseux, mais... Pour compléter, déjà en termes de localisation, la salle d'escrime étant au rez-de-chaussée, elle est déjà moins exposée par la toiture, etc. L'effet de stratification. Voilà. On est aussi, ce que je montrais tout à l'heure, on n'a que des parties vitrées qui sont quand même assez limitées sur cette salle-là. Il faut quand même de la lumière naturelle aussi à l'intérieur, donc on pourra jouer sur les deux à la fois, mais par rapport à la taille de la pièce, il n'y en a pas beaucoup. Et après, c'est tout un travail justement sur la protection solaire complémentaire. Et ça, là, on est dans une orientation nord en diagonale comme ça, et est comme ça, donc on va être... Quand ça sera vraiment au nord, ça marchera bien, et quand on sera sur le soleil du matin, ça va être un petit peu embêtant. Par contre, l'après-midi, vous voyez, sur le pignon sud, on n'aura pas de pénétrante du tout sur les éléments. À savoir aussi que la structure des portées à l'extérieur, qu'on voit en point ici, va aussi servir de brise-soleil horizontale. Alors ça ne prendra pas toute la hauteur, mais ça limitera quand même aussi les choses. Donc c'est tout un travail, en fait, c'est plusieurs facteurs à la fois qu'on travaille pour pour limiter les surchauffes. Après, on ne va pas vous mentir, quand il fait 45 dehors, à un moment donné, il fera chaud aussi au bout d'un moment à l'intérieur. Le but de faire des enveloppes, des isolations très performantes, c'est de retarder au maximum la pénétration de cette chaleur à l'intérieur. Donc le fait d'avoir un sas à l'entrée, le fait de fermer les fenêtres quand il fait chaud, il y a aussi toutes sortes de manières d'utiliser le bâtiment qu'on discutera avec vous et qu'on mettra au point le plus précisément possible. Il y avait à vous les compléter. Je vous ai coupé, allez-y. Je voulais dire qu'on travaillait avec un bureau d'études qui est dédié à la qualité environnementale, donc qui va simuler le comportement thermique du bâtiment. On aura des retours de sa part, on intégrera dans la conception. Donc
c'est un jeu d'aller-retour, voilà, qui permettra de proposer ce qu'on peut faire de mieux avec le budget qu'on a aussi. Enfin, voilà, c'est toujours le juste équilibre. Tidiane, vous voulez reprendre la parole? Non, Tidiane, Véronique, et après je vous donne la parole. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport justement aux occultations. Si ce n'est pas trop tôt dans le projet, ce sera plutôt des occultations internes ou externes? Et est-ce que des occultations externes ont un effet sur le thermique du bâtiment? Alors, on est très axé sur le confort d'été, c'est normal. On va privilégier les solutions par l'extérieur, protection par l'extérieur. C'est ce qu'il y a de plus efficace. On coupe le rayonnement sur les vitrages et on a comme ça pas nécessité d'avoir des vitrages à facteur solaire important. Voilà. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en termes d'investissement, c'est la même chose, mais en entretien pour vous, ça nécessite un suivi. Parce qu'il faut faire attention aux coups de vent, aux manipulations, et puis c'est soumis aux intempéries. Donc il y a un petit facteur de vigilance. On peut contrer des éléments en mettant des centrales météo pour qu'il y ait des effets, pour que les éléments puissent se relever automatiquement. Mais là encore une fois, c'est un équilibre entre le low-tech, l'intervention des utilisateurs, la vigilance. Merci. Bonsoir, merci également pour cette présentation. Moi j'avais une question concernant le plafond. C'était sur un slide précédent qui est tout en bois, qui est très, très beau. Je suppose qu'il a une fonction à la fois d'isolation thermique et phonique très certainement. La salle est éclairée avec des puits de lumière. En fait, on a l'impression que là, il y a effectivement un puits de lumière sur la gauche. Ok, d'accord. Il y aura aussi quand même un éclairage... Oui. Ok, d'accord. Non, parce que là, en fait, on ne le voit pas et c'est vrai que c'est très joli comme ça. On complétera, on intégrera les dispositifs d'éclairement artificiels, mais ils seront disposés certainement au fond des caissons, en hauteur. Donc il y a quand même des vérifications par rapport au cône, pour éclairer. La correction acoustique se fera au niveau du plafond, sous les caissons recevant la paille. On voit ici, ce sont des illustrations, mais par des éléments de bois perforé qui participeront à la correction acoustique. Ça, c'est la charpente qui permettra d'assurer le support des caissons bois avec la paille à l'intérieur. Là, ici, c'est un mix. Il y a une nécessité structurelle et on a des éléments qui sont quand même rajoutés, qui sont de l'ordre esthétique pour caractériser le plafond et donner l'identité à la salle. Voilà. Et vous voyez là, alors ici, il n'y aura pas forcément ce calpinage sera certainement recoupé, mais vous avez les corrections acoustiques avec des panneaux sur les murs, sur ces parties-là, pour participer au confort, justement, de la salle. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bertrand Augustin. Merci, monsieur le maire. J'ai bien noté qu'il y avait une partie de structure en béton et puis ensuite le reste en bois. Quelle était la contrainte technique pour ne pas pouvoir aller vers une structure 100% bois? Parce que là, en matière de filière courte et puis de matériaux local et vertu environnementalement, on aurait été vers quelque chose qui marquait un grand coup comparé à une structure en béton qui, pour le coup, au niveau environnemental, c'est pas terrible. Oui, c'est un grand débat. Les industriels arrivent à nous prouver que le béton est plus vertueux que le bois maintenant, mais ça, c'est encore autre chose. Non, on construit énormément en bois. Et dès qu'on peut optimiser les structures en bois, on le fait. Là, on avait une contrainte technique qui nous a orienté sur un exosquelette béton et surtout l'utilisation de poutres importantes. On a des portées très importantes. Je vais essayer de vous trouver la bonne coupe. Voilà. On a une superposition de volume et d'usage qui font... Enfin, nous, c'était notre choix.
c'est qu'on a mis le grand vide en rez-de-chaussée, la salle d'armes, qui nécessite de grandes portées. Parce qu'on a les pistes, j'ai oublié la longueur des pistes, mais... Pardon ? Merci. Donc le fait d'avoir cette salle en bas nécessitait d'avoir des planchers sans poteaux. Donc au lieu de partir sur des ouvrages en métal qui auraient permis d'avoir une optimisation de hauteur de ce plancher, on est parti en béton, parce qu'en bois on arrivait avec des éléments de quasiment 2 mètres de poutre, donc qui entre guillemets grévaient la possibilité de se raccorder correctement aux existants et au plus haut niveau existant. Donc c'est un compromis qui a été trouvé, de passer sur des éléments béton au niveau du plancher pour optimiser les hauteurs. Voilà, ça c'était une des premières réponses. Et puis le côté mixte permet pour nous tout simplement justement de jouer en termes de façade, d'architecture, entre le minéral et l'approche végétale, jouer sur des jeux de contraste. Et ça, c'est des choses qui est dans notre vocabulaire aussi de développement architectural. Mais c'était le principe, voilà. Oui, et puis la structure, les casquettes, les poteaux, la trame, l'exosquelette, simplement permet de bien protéger aussi les façades parce qu'elles sont en creux, donc le bois et tous les systèmes d'ossature bois. Si on avait mis la trame extérieure en bois, elle aurait été soumise aux intempéries. Et habituellement, les maîtres d'ouvrage, en général, voient de manière assez négative le vieillissement du bois qui va griser, noircir, etc. Donc là, les éléments en bois, ils sont déjà en creux pour être protégés des intempéries. Et le fait de garder une structure béton à l'extérieur permettait d'enlever cette contrainte-là. Et en même temps, il y avait aussi un lien physique avec les existants. Vous avez des éléments qui sont de langage avec du bardage métallique, avec des éléments en béton aussi, donc on ne voulait pas contraster complètement non plus. Merci pour votre réponse. Après, effectivement, l'idée c'était d'être vertueux, donc a priori on se dit une ossature 100% bois, c'est pas forcément toujours du bois apparent, mais ça permet aussi de limiter l'utilisation du béton, et même si les industriels sont très forts dans leur marketing, a priori le béton c'est quand même moins local que le bois. J'avais 2-3 autres questions rapidement. La première qui m'interpelle quand on voit le projet d'ensemble, c'est en fait, on crée davantage de surface et de salles pour les sports, mais je ne vois pas de création de parking. Alors c'était peut-être pas votre projet, mais en tout cas ça va devenir une contrainte parce qu'on sait que sur cet établissement tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le parking est un facteur limitant. C'est en tout cas un point noir pour aller chercher les enfants, les récupérer, etc. Ça c'est du vécu. Et là, on n'a pas davantage de parking créé, donc on risque de générer davantage de complexité pour la circulation. C'était pas dans le programme, tout simplement, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne souhaitait pas recréer une cloche de stationnement, donc de l'imperméabilisation du sol, dans un secteur où il y a déjà 3 parkings à proximité, le parking du collège, le parking du foot et le parking du gymnase et du tennis. Que les besoins générés par ce module-là peuvent être remplis, ou en tout cas peuvent être comblés par les parkings déjà existants, qu'une partie des fréquentations de cet espace-là peuvent se faire aussi par de la mobilité douce. Et c'était l'objectif de ne pas réimperméabiliser les sols. Et d'ailleurs l'objectif du projet, je vous rappelle initialement, le village d'association devait se tenir sur des terrains, en tout cas les premiers modules sur des terrains à l'arrière du gymnase, qui sont aujourd'hui des terrains naturels. Notre objectif, c'est de pouvoir avoir un bâtiment accolé au gymnase actuel, pour utiliser une partie de l'espace qui est déjà de l'espace goudronné, qui va d'ailleurs être en partie dégoudronné, désimperméabilisé, pour réaménager le parvis de manière naturelle, et minimiser l'impact sur les espaces non imperméabilisés du bâtiment. D'où l'objectif d'avoir un bâtiment et un projet compact à cet endroit. Après, moi, je me positionnais en tant qu'utilisateur et je suis pas sûr que cette vision d'économie d'espace, etc., à la fin fasse quelque chose. Si la mobilité douce, on ne crée pas davantage
mode c'est-à-dire de bus public ou d'accès pour les piétons, on reste toujours loin du centre-ville, on reste toujours difficile d'accès. Donc je ne suis pas sûr que les parkings soient complètement inutiles. C'est une remarque. C'est votre point de vue, c'est pas celui que moi j'ai défendu. C'est dommage, on n'en a jamais discuté, mais c'est pas grave. Ça a été, si, je crois, Bertrand, ça a été discuté en commission, quand le programme a été discuté. Voilà. Ok. Il me semblait que sur le village des associations, notamment, il y avait des poches de parking qui étaient créées. Sur l'espace, qui était l'espace à l'arrière, dans lequel on imperméabilise l'espace naturel. Après, on peut ne pas avoir la même vision sur l'imperméabilisation des sols. C'est pas là une question d'imperméabilisation des sols, c'est quand on crée des structures. Aujourd'hui, à côté de cet espace-là, sont des espaces naturels. Voilà. Et on prend note. Si vous avez une autre question. J'avais une question pour le coup, davantage pour vous. Mais peut-être une solution low-tech, on parlait tout à l'heure du soleil, mais ça s'appelle les volets. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans l'épaisseur justement des murs, avoir des systèmes de volets qui seraient moins fragiles a priori que les lames métalliques, et qui permettraient de remplir ce rôle avec, pour le coup, on reste sur du bois, on reste sur des solutions assez simples. Dans l'absolu, c'est vrai, c'est possible. Mais la contrainte que vous avez aussi, c'est que vous n'avez que les positions fermées et ouvertes. Vous ne pouvez pas moduler en intermédiaire. Alors qu'avec le BSO, par exemple, vous pouvez laisser rentrer un petit peu de lumière, moins de lumière, vous pouvez laisser passer la vue ou pas. Vous avez plus de possibilités, en fait. Là, pour le coup, on a l'expérience aussi des BSO dans des cours d'école où finalement on change plus souvent les BSO parce que les jeux de ballon, c'est pas très bon pour les BSO. Donc, faut bien réfléchir ce point-là parce qu'en termes de maintenance, c'est un peu lourd. BSO, screen, qui permet d'avoir une solution un peu intermédiaire dans le sens où avec les stores par l'extérieur, on peut avoir une sorte de perméabilité visuelle quand même. Ça arrête le rayonnement. On a différents taux d'ouverture de ces toiles, donc qui permettraient d'avoir justement un système qui soit un peu moins fragile que les BSO, sachant que les BSO sont quand même bien en retrait. On ne devrait pas avoir de jeu de ballon comme dans une cour d'école. Les volets, oui, mais ne seront certainement pas adaptés là aux usages et aux tailles des ouvertures. Avec des volets, autrement il faut les électrifier, mécaniser, parce que en fonction de la hauteur des vitrages, de leur implantation en façade, la manœuvre sera compliquée. Après, des volets, ça restera des ouvrages assez onéreux, parce qu'il va falloir les faire faire. Alors que les BSO ou les screens sont des produits de manufacture, alors que les volets, là, ce sera des ouvrages spécifiques pour le projet. Mais effectivement, oui, ça peut être une réponse. En tout cas, ce que je comprends, c'est que dans les prochaines étapes, on a encore la possibilité de travailler ce genre de détails. Je comprends bien que la structure béton, on ne touchera pas, mais par exemple, les protections extérieures, ça peut se travailler. Oui, parce que je vous ai dit au tout départ que le confort d'été et la maîtrise de l'ensoleillement étaient un des enjeux du projet. Ça se voit sur les plaquettes, puisqu'on a le cours du soleil. Ouais. Et on sait qu'on vous a proposé des surfaces vitrées importantes. Voilà, il va falloir qu'on soit vigilant. Et que déjà dans les premiers retours qu'on avait fait avec les services, on avait proposé des modifications d'implantation de vitrage et de surface de vitrage pour justement limiter les effets de surchauffe du bâtiment. Allez, j'avais une dernière question, et c'est une marotte, donc ça va revenir. En termes de chauffage, parce que là on a parlé beaucoup de l'été où il fait trop chaud, mais en hiver il arrive que par ici il fasse un peu frais. Qu'est-ce que vous avez prévu comme énergie pour chauffer le bâtiment? Alors en concours, on était parti sur une pompe à chaleur avec des puits par sonde de mémoire, je vous le dis, puits par sonde dans le terrain. C'est-à-dire qu'on va capter les calories du terrain et via la pompe à chaleur, via un système avec le transport par eau, on aura des émetteurs dans les salles panneaux rayonnants, voilà, via une pompe à chaleur. En géothermie du coup verticale ou horizontale? Verticale, c'est des sondes verticales. Mais c'est pas du captage sur nappe, hein. Ce sont des sondes, un forage. C'est de la géothermie, mais oui, c'est par gaz en fait, hein. Il y a un fluide, voilà, qui va capter les calories,
Alors, juste pour le préciser, il se trouve qu'à Divonne, on a un bien précieux qui est notre eau minérale, auquel on tient un petit peu, et parmi les mesures qu'on souhaiterait mettre en place pour protéger nos nappes souterraines, mais aussi pour protéger toutes les ressources en eau, c'est notamment d'éviter les forages verticaux qui permettent de passer d'une couche à l'autre, et notamment de polluants, pas forcément... Je pense pas forcément aux fuites de glycol tel que ça puisse se passer, même si ça arrive sur les installations géothermiques, mais même simplement les infiltrations d'hydrocarbures qui peuvent être en surface et qui iraient dans les nappes profondes. Donc, alors, on n'est pas forcément dans la zone la plus concernée, etc., mais a priori, c'est aussi des modes d'énergie qu'on n'a pas cherché à favoriser pour le moment sur la commune. Non, mais on l'entend. Après, on regardera effectivement les incidences et les nécessités, en termes de hauteur qu'on devra, les hauteurs qu'on devra avoir. Je voulais simplement vous dire, de toute façon, nous, on vous doit des études de comparaison en fait d'énergie pendant les études. Donc, on vous proposera 3 systèmes. On fera une comparaison de différents types d'énergie. Donc là, après, il y aura un choix à faire. Et il y a un bilan en fait qui sera fait en termes de l'utilisation de ces 3 énergies. Donc pour l'instant, on concourt pour répondre à des problématiques environnementales, mais comme entre guillemets, on n'a pas l'ensemble des paramètres, et effectivement, nous on n'avait pas pensé à cette préservation de la ressource en eau. On étudiera d'autres solutions s'il le faut, c'est pas grave. On est en phase esquisse en concours, ça rien n'est réversible, on avance par étapes, par les études, c'est validé au fur et à mesure. C'est ce que j'allais dire, je rappelle ce que j'ai dit à la fin de la présentation, c'est que vous êtes en phase esquisse, il y aura ensuite tout un travail qui va être fait pour passer en phase pro, préalable au permis de construire, et c'est à ce niveau-là que certaines demandes du jury pourront être, vous pourrez y répondre, et là on va affiner également un certain nombre d'éléments, notamment les éléments liés à l'énergie. Le bâtiment à côté qui va être couvert de panneaux photovoltaïques, il y a peut-être un intérêt aussi sur la production électrique à regarder comment l'optimisation se met en place. Il y a toute une série de sujets qui vont pouvoir être traités maintenant. Il fallait d'abord qu'on ait un lauréat, et j'en profite pour répondre à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Un jury de concours pour le choix du maîtrise d'œuvre, c'est très normé. C'est-à-dire que les documents, ou en tout cas le choix du jury, ne doit pas sortir du jury. Donc l'objectif, il était de désigner le jury et ensuite de retourner en commission association et travaux pour pouvoir travailler avec les commissaires, pour pouvoir faire évoluer le projet qui est lauréat. Je pense qu'il y a des évolutions qui vont arriver parce que vous aurez une meilleure connaissance également du contexte local. Ça nous permettra d'avancer dans un délai très raisonnable possible. Ici, je pense qu'on va avoir des phases administratives à mener, un permis de construire, des études environnementales, etc. Véronique Derua, je vais demander la parole. Oui, en fait, moi j'avais une question concernant le toit digitalisé. Et je voulais savoir si on avait suffisamment de recul sur le comportement d'un tel type de toit, surtout, je ne sais pas, avec cette surface vis-à-vis du bâtiment, notamment en termes d'une part du poids que ça représente, et d'autre part, éventuellement en termes d'infiltration, d'évacuation des eaux, et aussi en raison des racines que ça peut provoquer. On a différents types de végétalisation. Il y a les toitures dites extensives ou intensives, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a un type de toiture, on est plus en sédum, c'est-à-dire c'est une plantation assez légère qui joue le rôle de tampon lors des épisodes pluvieux et puis qui a un rôle de protection thermique. C'est un peu des plantes un peu lichen, mousse, voilà. Autrement, vous avez une végétation extensive où là, on est vraiment sur une hauteur de terre qui est de l'ordre de 30 à 40 cm et on a des vraies plantations dessus. C'est pas le choix qu'on a fait, puisqu'on était parti sur un toit paille qui est déjà un toit assez lourd, donc qui a des impacts en termes de structure, de dimensionnement, de séisme, d'effort. Donc là, on aura une toiture végétalisée légère. On l'a proposé comme ça. Il faut qu'on pousse nos études pour savoir si elle va réellement apporter un plus ou pas à votre projet.
en termes de rétention d'eau pluviale, ou parce que de toute façon, pareil, plus végétation, il y a peut-être un moment où il va falloir qu'on fasse un choix, tout simplement parce que c'est peut-être redondant. Voilà. Parce qu'en fait, pour rebondir sur ma question, j'imagine que ce type de végétation demande un certain entretien. Le vent transporte des graines. Oui. Oui, il y a... Oui, il y a un entretien. Il y a un entretien, mais comme tous les bâtiments. Et malheureusement, la culture française n'a pas intégré le fait qu'un bâtiment, ça s'entretenait. Alors après, il y a des contingences, il y a des nécessités, mais effectivement, s'il y a une toiture végétalisée, il y aura plus d'entretien que sur une toiture dite classique, étanchée, ou... voilà, parce qu'il y aura au moins 2 passages par an. Il faut aller s'assurer qu'effectivement les naissances d'eau pluviale soient libres, sachant qu'une toiture terrasse ou étanchée, même sans végétalisation, normalement c'est minimum 1 passage par an pour aller voir ce qui se passe. Voilà. Donc il est clair que sur les bâtiments, plus on proposera des systèmes dits passifs, végétalisation, on parlait des protections solaires, plus ça nécessite un investissement des usagers ou des collectivités en termes de passage. Donc c'est toujours le compromis pour nous entre les propositions techniques et puis derrière les arbitrages sur financier. Et puis et alors il y a le financier investissement et puis il y a le financier en termes de maintenance. Voilà. Donc parfois il vaut mieux un peu investir un peu plus pour qu'il y ait moins de maintenance. Mais ça, c'est toujours un subtil équilibre qui est le vôtre, c'est pas le nôtre. Je voulais juste préciser, quand on dit entretien pour les toitures végétalisées de ce type-là, c'est une vérification et éventuellement arrachage d'un truc qui serait venu avec une graine complémentaire. Mais il n'y a pas de tonte, il n'y a pas d'entretien des végétaux. Et puis pour dire aussi par rapport au recul, c'est des toitures végétales qu'on met depuis les années 50, 60 déjà. Les techniques d'étanchéité ou de complexe qui forment les toitures ont évolué, mais le principe reste le même. Donc c'est des choses qui sont quand même à éprouver. On n'aura pas plus ni moins de fuite qu'avec une toiture classique étanchée. Le contexte de soi est le même. Le système d'étanchéité, on rajoute un complexe dessus, mais le système est quasi similaire. Nathalie. Oui, moi c'est aussi sur le toit plat. Et si un jour on se prend un fort cumul de chute de neige, même si la tendance elle est à ce qu'il ne neige plus, mais on n'est pas à l'abri d'un caprice météo. Non, après les calculs sont bornés, banalisés, effectivement, ce sont des calculs réglementaires qui prennent des surcharges. La France est divisée en secteurs géographiques et climatiques, et en fonction des zones, il y a des poids de sécurité, enfin des charges de neige à prendre en compte dans les calculs. Voilà. Donc, normalement, oui. Après, les toitures qui s'effondrent, c'est plus des toitures des centres commerciaux que des équipements publics. Normalement. Parce que quand vous êtes sur des équipements publics, vous avez quand même des normes qui sont quand même assez sévères, même si les normes du bâtiment sont les mêmes. Mais non, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis sur la neige, là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas de remarques, Mathieu, allez-y. Juste deux derniers points en ce qui concerne. Quand on avait vu le projet, justement, un des points d'attention, c'était son intégration dans son environnement. On voit toujours des vues très resserrées. Alors, effectivement, c'est très joli. Et une question effectivement essentielle, c'est comment ça se marie avec le gymnase actuel. Mais la demande avait été faite d'avoir une vie beaucoup plus large, notamment qui intègre dans le même champ de vision le collège. Je voulais savoir si vous avez fait cette vue, qui avait été demandée donc, il y a 6 mois à peu près. Et sinon, est-ce qu'on pourrait l'avoir à un moment pour montrer effectivement encore une fois comment ça s'intègre dans son environnement plus général? Je pense que c'est important notamment sur l'identité architecturale, parce qu'il y a un parti pris qui est d'être en transition, mais un peu en rupture par rapport aux bâtiments existants, qui est très sympa. Mais comment ça vit avec ce qu'il y a de l'autre côté, ce serait intéressant à voir. Je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus, sinon j'ai un deuxième point. Non, mais je comprends
la question dans le sens où la préoccupation, il faut savoir que nous, on a voulu avoir une architecture et une écriture qui soient les plus simples possible. Donc des formes assez simples, effectivement, qui soient réglées par une géométrie assez rigoureuse. Et comme vous disait Franck, la proximité d'un bâtiment qui a son caractère, donc qui a une identité qui a été construit en 2 fois, avec le dernier bâtiment des années 90, mais qui a une vraie facture. Il faut qu'il passe un petit peu le temps, mais quand il aura passé... Non, mais je pense qu'il a des vraies qualités, ce bâtiment, et à l'intérieur, il y a beaucoup d'attention à porter. Donc on voulait répondre à ça. Après, par rapport à la co-visibilité avec le collège, il y en aura un peu moins, parce que vous avez quand même l'espace du parc. Nous, l'idée, c'était d'avoir un bâtiment qui soit noyé dans le parc, dans la végétation. C'est pour ça qu'on a essayé de minimiser son impact constructif en termes d'implantation, pour ménager des franges végétales. Et donc, effectivement, la co-visibilité, ce serait plutôt en hiver, ou quand on a moins de masques. On est quand même assez éloigné. Alors, nous, on peut essayer de proposer avoir quelques vues aériennes, mais je ne suis pas sûr qu'au niveau du sol, vous voyez beaucoup plus de choses, en fait, sur des représentations graphiques. Parce que l'arrière-plan est assez éloigné. En termes de visibilité, je ne suis pas sûr que vous allez avoir plus d'informations. Le passage principal venant de la route, quand on est oui, sur oui. la route, il y a beaucoup de trafic. Mais on est assez reculé vis-à-vis de la route. Je sais qu'il y a un recul, il y a aussi... Parce que l'entrée actuelle est ici, il faut savoir qu'on ne vient pas énormément, on vient quasiment qu'à la moitié de la salle en termes d'implantation. Donc là, depuis la rue ici, vous avez quand même un fort recul. Vous voyez, et la co-visibilité avec le collège, bon. Après, s'il faut, on peut modéliser, voir un peu en 3D ce qu'il est possible de vous communiquer. Je suis pas sûr que ça soit très probant pour vous en termes d'information. Enfin, voilà. Oui, pas très inquiet en fait. Très bien. Le deuxième point, c'était pas pour vous, c'était juste encore une fois pour revenir au point tout à l'heure. Certainement qu'il y a des règles juridiques. Moi, je reste convaincu que quand on veut partager des choses, on peut partager des choses, et que ne serait-ce qu'un point oral aurait été apprécié, ne serait-ce qu'un point de situation où on en est du projet aurait été apprécié. Manifestement, il n'y en a pas eu le souhait. Donc voilà. À un moment, il y a des règles. On essaye de tenir les règles. Non, mais encore une fois, on ne demande pas de... Et voilà, mais bon, on va pas faire le débat. Allez-y. Rappelez-nous éventuellement les règles de façon précise. Je crois qu'elles ont été rappelées parce que vous avez posé la même question dans le jury. Et je crois que c'est même l'organisateur du jury Archiprogramme qui a reprécisé les règles qui étaient celles du jury. Mais bref, c'est pas... Le but était ce soir de parler du projet. Il y a d'autres questions aux architectes avant qu'on vous remercie pour la présentation. On travaille ensemble pour mener ce projet auquel on croit, auquel on aura une attention particulière de manière à ce que le projet soit symbolique des choix politiques que nous faisons envers les associations en termes de bâtiments nouveaux, de bâtiments très exemplaires, à la fois sur les usages, sur le fonctionnement, mais aussi sur les aspects environnementaux. Donc comment c'est dire le plus dur? C'est la transformation de l'esquisse en programme détaillé, en projet détaillé, ensuite avancer sur les permis de construire avant de passer à la phase opérationnelle. Merci beaucoup en tout cas, et puis on vous souhaite une excellente soirée. On vous remercie également. Merci. Nous sommes très heureux. Du coup, on va vous raccompagner jusqu'à l'entrée du conseil municipal, la salle du conseil municipal. Et je vous propose de réouvrir le conseil municipal et de reprendre le cours de la délibération. La délibération suivante est la délibération sur la demande de subvention auprès du pacte territoire 2024-2026 du département de l'Ain. C'est des subventions qui concernent 3 secteurs, les investissements structurants, la transition écologique et le patrimoine. Et c'est notamment une demande de subvention pour l'aménagement de la rue de la Combe de l'Eau, pour les plantations sur le domaine communal, sur la réhabilitation de l'ancienne décharge
situé à proximité de la future déchetterie intercommunale, sur la création d'un bassin de rétention d'eau le long de l'avenue du Mont-Lucie, sur les travaux d'éclairage à l'esplanade du lac, transformation des éclairages de la salle de spectacle, et enfin sur l'acquisition d'un audio-guide pour compléter le parcours patrimonial. Voilà les différentes demandes de subvention. Elles ont été détaillées en commission finance, donc je ne sais pas s'il y a des remarques sur cette délibération. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne, je vous remercie. Le point 3, c'est également une demande de subvention, mais cette fois-ci auprès de l'État, auprès de la dotation de soutien à l'investissement local. Ces demandes de subvention concernent 3 projets. Le premier projet, c'est la réhabilitation de l'éclairage public. Cette demande de subvention viendra compléter la demande de subvention que nous avons fait auprès de l'État au titre du fonds vert. Le deuxième projet, c'est l'aménagement de la cour de l'école maternelle d'Herbert. Vous savez, on s'est engagé dans un travail sur cette cour Oasis. Et enfin, le troisième, c'est le changement de la chaudière de la Villa Roland. L'idée, c'est d'inscrire aux îles un changement de la chaudière, le mode de chauffe. Ce sera évidemment retravaillé en commission. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération pour le groupe uni, monsieur Augustin? Vous venez dire que le mode de chauffe serait travaillé en commission pour la chaudière de la Villa Roland. Vous avez pu dire que c'était une chaudière à bois. En commission finance, pour dire qu'on inscrivait cette chaudière à bois, parce que c'est le devis qu'on avait un délai pour déposer les demandes de subvention, et qu'on déposait les demandes de subvention de cette manière-là, et qu'ensuite ça ferait l'objet d'un travail en commission, et qu'ensuite on réadapterait notre demande de subvention si le mode de chaudière devait évoluer. D'accord. Alors j'avais prévu de me réjouir du choix d'une chaudière à bois après peut-être que vous pourrez dire la délibération qui validera la chaudière bois, comme vous voulez, sachant que c'est une délibération de principe. Si je peux juste terminer mon propos, donc après le remplacement de la chaudière de l'église, des thermes et de la piscine qui sont restés au gaz, et ben non, je me réjouis pas, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. On se réjouit de votre enthousiasme qui sera marqué la prochaine fois. Donc sur le point 3, est-ce qu'il y a d'autres demandes de délibération de prise de parole, pardon, excusez-moi. Si on n'a pas, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point 3 est adopté. Le point 4, il s'agit de l'instauration du forfait mobilité durable pour les collaborateurs de la collectivité. En fait, il s'agit d'un forfait qui vise à prendre en charge de la part des employeurs tout ou partie des frais engagés par les agents de la collectivité qui se déplacent entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, soit à vélo ou à vélo à assistance électrique personnelle ou engin personnel motorisé non thermique, en covoiturage en tant que conducteur ou passager, et en utilisant les services de mobilité partagée suivants, soit les services de location ou de mise à disposition en libre service de véhicules non thermiques avec ou sans station d'attache et accessible sur la voie publique, et les services d'autopartage de véhicules à faible ou très faible émission. Les forfaits sont de 3 niveaux, 100 € si l'utilisation est comprise entre 30 et 59 jours, 200 € lorsque l'utilisation est comprise entre 60 et 99 jours, et 300 € lorsque l'utilisation est d'au moins 100 jours. Voilà. Il en est de cette délibération. Elle a été vue, je crois, au comité social territorial. Est-ce qu'il y a des remarques en commission finance? Est-ce qu'il y a des remarques sur ce forfait? S'il n'y a pas de remarques, on peut passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Ce point est adopté. Le point suivant, il s'agit de la création des emplois permanents d'animateurs cantine à temps non complet au service scolaire. Nous vous proposons de passer de 35 à 39 postes. Je rappelle, c'est des postes de très courte durée pour répondre aux besoins du service, notamment aux besoins de l'accueil des enfants, parce que je rappelle, on accueille à peu près 1000 enfants sur le temps méridien chaque jour. Il y a des remarques sur ce point-là. Pas de remarques? Si, Isabelle Groffier. Allez-y. Ôtez-moi d'un doute, s'il vous plaît. On avait vu en commission scolaire, dans le temps de l'enfant, que les animateurs du temps méridien allaient passer sous l'égide du délégataire que nous allons choisir.
Donc si je comprends bien, ces personnes que l'on embauche maintenant, c'est avant qu'ils passent sous le... Voilà, c'est juste de septembre à janvier, en fait. Voilà. Oui, donc c'est simplement parce qu'on a aussi des normes à respecter. Donc le nombre d'enfants augmente en garde sur le temps méridien. Donc là, on complète l'effectif d'animateurs, mais en effet, au 1er janvier 2024, toute cette équipe-là passera sur le délégataire comme on l'a présenté en commission scolaire. Non, enfin, on essaye de limiter un peu on a vraiment beaucoup de demandes. Et là, on arrive à un stade où il faut qu'on augmente l'effectif d'animateurs pour répondre aux normes d'encadrement. Et après, il faut qu'on réfléchisse sur l'organisation du temps méridien. Mais ça viendra à l'étape suivante, avec le délégataire. Avec le nombre d'enfants constant. Oui. Non. On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point 5 est adopté. Le point 6. Laurence. Voilà. Alors le point 6, il s'agit ici d'une convention avec le tennis club de Divonne. Nous rappelons que nous sommes propriétaires des cours extérieurs, intérieurs et des installations sportives mises à disposition de l'association. La commune souhaite réaliser la rénovation des cours de tennis extérieurs 3 et 4 et l'association souhaite apporter une participation financière. Le montant total est de 137 732,92 €, dont un autofinancement de la commune pour 100 000 € et une participation de l'association à hauteur de 37 737,92 €. Les travaux seront réalisés sur l'exercice 2023 et il vous est donc demandé d'approuver la convention dans le cadre des travaux de rénovation des cours et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces nécessaires à cette opération. Des remarques sur cette convention? Vous rigolez, Mathieu, c'est qui? Vous avez une remarque? Non. Parfait. Donc s'il n'y a pas de remarque, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point est validé. Le point 7. Pascal. Oui, alors la délibération 7 concerne la modification du règlement intérieur de la médiathèque. La médiathèque municipale de la commune, dans un souci d'amélioration de ses services, propose de simplifier la lecture de son règlement intérieur. Donc une nouvelle rédaction plus synthétique a été élaborée et entre autres aussi s'adapter à la saisonnalité de son activité et de prendre en compte une moindre fréquentation de la médiathèque lors de la saison estivale. Il est proposé de réintroduire donc des horaires estivaux et dans une logique de continuité de service et d'égalité d'accès à la médiathèque, plutôt que de fermer une semaine entière pendant la saison estivale, il est proposé de lisser cette fermeture sur les 2 mois de l'été en fermant uniquement le jeudi après-midi, journée qui a été, où la fréquentation est la plus basse. Voilà, donc il est demandé ce soir d'adopter le règlement d'intérieur de la médiathèque tel qu'annexé à la présente et de prendre acte de l'application du règlement de la médiathèque à compter du 1er juillet 2023. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Monsieur Augustin. Oui, monsieur le maire, c'est, je crois, une bonne chose de dépoussiérer le règlement intérieur de la médiathèque, donc on sera favorable. L'échange qu'on a eu en commission culture était intéressant d'ailleurs avec le responsable de la médiathèque pour d'abord voir l'intérêt et puis les évolutions aussi des règlements qui ont été appliqués dans la médiathèque et c'était plutôt bien accueilli par le public, donc on s'en réjouit. Malgré a priori une approche au départ qui était un peu compliquée avec les pénalités qui étaient facturées aux utilisateurs pour les retards. Donc tout ça tourne bien.
C'était l'occasion également d'échanger sur la possibilité d'accueillir pendant les périodes de canicule, on dit aujourd'hui parce qu'on est un peu chaud, mais d'accueillir des personnes plus fragiles, notamment âgées, ou qui pourraient utiliser ce lieu climatisé pour venir se rafraîchir, venir passer un temps un peu plus au frais. Et je veux dire que c'est le seul retour en commission qu'on a eu sur la proposition qu'on avait fait d'un plan canicule, puisque vous nous aviez promis de discuter de ces points-là dans les différentes commissions. Et qu'effectivement, à part la proposition de Franck de dire voilà, ça serait bien qu'on puisse communiquer là-dessus, et je ne crois pas que ça ait été fait, en tout cas moi je ne l'ai pas vu, mais je ne crois pas que le plan canicule n'ait avancé alors qu'on est maintenant à la mi-juillet, que la canicule on la sent un petit peu, je crois qu'on était en alerte orange, et que rien n'a été fait depuis 2 mois maintenant qu'on a fait ces propositions, que ce soit sur le débroussaillage du Mont Mussy, que ce soit sur les gratuités éventuelles sur la piscine, mais c'est peut-être plus dangereux que d'avoir un peu chaud. Enfin voilà, il y a en commission de travaux sur la problématique de l'eau, on n'est pas revenu dessus non plus. Donc je dois dire que le plan canicule qu'on avait voulu travailler, qu'on avait voulu porter, à part la proposition de la médiathèque qui était de pouvoir accueillir des personnes dans ce cadre-là et puis d'en faire un avantage pour la médiathèque, je crois que rien n'a été fait sur ce sujet-là. Donc ça, je le regrette. Mais par contre, c'est très bien de dépoussiérer le règlement intérieur. Très bien. Vous faites bien d'aborder ce point-là, parce que du coup, c'était un des points que je voulais évoquer à la fin. Donc, le plan canicule, il est mis en œuvre depuis dimanche, depuis samedi soir, dimanche, par le CCAS, avec... il a été déclenché dimanche pour la mise en place lundi, avec un appel qui a été fait hier et aujourd'hui aux personnes de plus de 65 ans par les services de la ville, pour s'assurer, pour leur rappeler les règles normales, en tout cas les règles de bonne pratique en cas de canicule, pour s'assurer qu'ils avaient de l'eau, et nous-mêmes on a de l'eau si jamais ils n'ont pas d'eau, donc on leur apportera de l'eau. On leur a également indiqué que des salles étaient à disposition à l'esplanade du lac, les salles de zone de Barbillel et la médiathèque, pour reprendre la proposition que vous aviez faite. On leur a également indiqué que la piscine était accessible sur justificatif de manière gratuite à partir du lundi 10 juillet. Donc tout ça a été fait auprès des publics fragiles qui étaient plus de 65 ans. Voilà. La proposition, c'est pas de dire que le travail n'est pas fait, c'est comment... Non. Le travail a été fait en commission, mais en tout cas... Votre engagement, Vincent Scatala, en tant que maire, c'était de dire que ça va être travaillé en commission. Moi, je me dis que ça n'a pas été travaillé en commission. Si ça n'a pas été, l'urgence fait que quelques jours avant le 1er juillet, j'ai décidé, en tout cas, j'ai vu les collaborateurs de la ville pour dire on va aller dans différents axes pour le plan canicule, parce qu'il a fallu aussi qu'on gère les chaleurs importantes qu'il y a pour les collaborateurs de la ville. Donc aujourd'hui, on est en mesure de proposer des actions spécifiques pour les personnes qui sont fragiles, notamment les plus de 65 ans. Et c'est très bien, et je m'en réjouis, mais une fois de plus, moi j'ai jamais dit que les services ne faisaient pas le travail, j'ai dit qu'il fallait qu'on réfléchisse ensemble sur les différentes thématiques qui étaient identifiées, de façon à ce qu'on puisse avancer sur des projets qui iraient plus loin. Donc la médiathèque, c'est très bien si vous l'avez identifié, le projet de gratuité à la piscine, je pense que c'était intéressant. Il y avait d'autres sujets sur le risque incendie du Mont Mussy, je suis pas sûr, je sais pas, vous avez peut-être envoyé des courriers aux propriétaires pour qu'ils défrichent parce que c'est une obligation. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qu'on aurait pu travailler. Et c'était ça le souhait, c'était pas de dire le travail n'est pas fait, on va le faire à votre place. C'était juste de pouvoir contribuer dans des commissions municipales. Très bien. On en revient au cœur du sujet, qui est la délibération sur la bibliothèque. On revient au cœur du sujet, qui est la délibération sur le règlement intérieur de médiathèque. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc le point 7 est validé. Le point 8, il s'agit d'une convention d'offre de concours pour le raménagement de la grande rue sur le même principe que celle que nous avons déjà validée au sein de ce conseil municipal. Elle concerne la copropriété SDC Le URL de la grande rue 148 Grande Rue pour un montant de fonds de concours de 5 200 €, pris en charge par la copropriété sur un montant de travaux qui est aux alentours de 26 000 €. Il y a des remarques sur ce fonds de concours. Pas de remarques. Je vous propose que l'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Ce point est validé. Il s'agit ensuite du lancement de la procédure pour la nouvelle en France. Voilà, donc pour reprendre ce qu'a dit Mme Grosfilet tout à l'heure,
La commission des affaires scolaires a étudié les différentes propositions qui étaient faites, à savoir que la gestion des accueils de loisirs, développement, activités, jeunesse est gérée par le biais d'une délégation de service public, et donc on va appeler DSP, qui arrivera à échéance le 31 décembre 2023. Donc au cours de la commission, on a expliqué les différents modes de gestion qui pouvaient s'appliquer. A été retenue l'idée de continuer avec le mode de délégation de service public. Donc voilà, cette proposition a été faite également à la commission consultative des services publics locaux et au comité social territorial. Il y a un rapport annexe qui précise plus exactement quelles sont les missions. On nous a donné quelques lignes dessous, je ne vais pas toutes les lire. Ce qui est à préciser, c'est que le délégataire gérera le service accueil de loisirs et développement des activités jeunesse à ses risques et périls et sera seul responsable de son bon fonctionnement. Il se rémunérera essentiellement par les résultats d'exploitation du service. Il s'agit de la participation des familles et des prestations et subventions CAF, auxquelles peut s'ajouter la participation financière de la collectivité, tenant compte des contraintes de service public qui seront calculées sur le budget prévisionnel à déterminer pendant la phase de négociation. Le délégataire sera soumis au contrôle administratif et financier de la ville. La durée du contrat envisagé est à nouveau de 3 ans, à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2026, avec reconduction possible d'1 année. Voilà, donc nous vous proposons d'approuver le principe de la délégation de service public sous la forme de la conclusion d'un contrat de concession pour la gestion des accueils de loisirs et le développement des activités jeunesse, d'approuver le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, de décider en conséquence de lancer une procédure de mise en concurrence conformément aux articles L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et aux articles L 3120-1 et suivants du Code de la commande publique, et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires au lancement et à la mise en œuvre de la procédure de passation de la concession. Donc tout ça a été vu en commission. Peut-être qu'on peut ajouter aussi, vu l'avis favorable de la commission scolaire, la date qui s'est mise à 15 jours. Le 28 juin. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette mention de la DSP? Pas de remarques. Je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Ce point est validé. Je vous remercie. Le point 10, nous l'avons voté tout à l'heure. Le point 11, il s'agit du choix des prestataires pour la transformation du restaurant nautique en salle polyvalente. Donc c'est 3 lots qui ont été... il y a eu des consultations par la commission MAPA réunie le 4 juillet. Et donc ils sont prononcés en faveur des entreprises suivantes. Donc pour le lot 2, démolition de gros œuvres, l'entreprise FH Construction Alpes pour un montant de 199 500 € hors taxe. Pour le lot 3, menuiserie extérieure ALU, l'entreprise KPC Group Metal SAS pour un montant de 273 475 € hors taxe. Les lots 4, 5, 6, 7, 8 ont été déclarés infructueux parce qu'il n'y a pas d'offres qui ont été reçues. Le 9, l'équipement de la cuisine, c'est l'entreprise Joseph qui a reçu l'avis favorable de la commission pour un montant de 51 437 € hors taxe. En ce qui vous est proposé d'approuver ce soir, c'est le choix des entreprises pour les 3 lots pour lesquels il y a eu des réponses et de relancer des consultations pour les lots sur lesquels il n'y a pas eu de réponse. Est-ce qu'il y a des questions? Tout ça évidemment a été vu dans les différentes commissions, notamment la commission MAPA du 4 juillet et la commission de travaux du 4 juillet. Des remarques? Monsieur Augustin. C'est juste la remarque habituelle sur les marchés infructueux et même ceux qui ont été affectés avec peu de concurrence. On est toujours dans une situation qui est tendue pour les lots de travaux publics. Et ça ne joue pas en notre faveur sur le coût des réalisations. Sur la réalisation, sur les technicités proposées par les entreprises. Monsieur Kipampa. Je voulais juste ajouter un petit truc. Est-ce que ça péjore le planning ou pas? On sera toujours aux alentours de septembre 2024 pour la réouverture de la salle.
si on n'a personne pour le faire... On a pris un peu de marge, c'est-à-dire que dans les calendriers, parce qu'on a un peu l'habitude des marchés publics infructueux, donc on est toujours sur aujourd'hui, au 11 juillet, on est toujours dans le calendrier qui est celui qu'on avait annoncé, le deuxième calendrier, parce qu'il y a déjà eu un peu de retard. On n'a plus trop de marge. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a des... Monsieur Guibert, pardon. J'ai posé plusieurs fois la question en commission, j'ai pas eu de réponse, en tout cas pas complète. Je voulais savoir si donc les Divonnais pourraient cuisiner, ne seraient pas obligés de faire appel à des services traiteurs en allant dans cette salle des fêtes. Alors, j'ai un doute sur la réponse à vous apporter. Il me semble que c'est une cuisine de réchauffage et pas une cuisine, mais je vous ferai une réponse écrite pour vous dire le détail qu'il y a dans la cuisine, parce que je peux pas, je sais que c'est un sujet. Nous, on a rendu un arbitrage, mais j'aimerais que ce soit clair dans la réponse que vous avez faite. Voilà. Donc on vous fera passer ça. Et attendez, mon micro. Oui, ça fait peut-être 6 mois qu'on a parlé de ce sujet, on en a reparlé 2 fois. Et en effet, une réponse écrite s'impose parce qu'il y a encore des doutes apparemment dans la salle et moi j'en ai encore. Donc sur le point 11, qui est pour on passe au vote, pardon. Qui est pour? Ah non, c'est l'inverse. Qui est contre? Je pense que c'est facile. La chaleur. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Monsieur Guibert pour le point 11. Donc le point 11 doit valider. Sur le point 12, nous avons reçu 2 questions du groupe uni sur les délégations. Donc, par rapport au déménagement de monsieur Daléry, donc il a fait une demande de mutation au 1er juillet. Et ensuite sur la 202 qui était Bliss, assistance Esplanade. En fait, il s'agit d'une prestation pour assurer les missions d'administrateur de l'Esplanade. Et on ne trouvait pas de collaborateur, donc il y a une mission qui a été donnée à Bliss. Et cette assistance est là depuis maintenant à peu près 6 mois, voire un peu plus, à l'Esplanade. Est-ce que sur les décisions, il y a d'autres remarques? Monsieur Augustin. Non, c'est pas d'autres remarques, c'est sur le point du déménagement de M. Daléry, c'est quand même surprenant pour un conseiller municipal d'apprendre dans les délégations faites au maire qu'on n'a plus de DGS à la mairie. Enfin, ça me semble juste normal qu'on ait une information à un moment. Enfin, c'est pas en plus tous les emplois sont importants à la mairie, mais on parle bien d'un poste clé. Et le fait qu'on n'en ait pas été informé est quand même parti. Ça fait en plus un petit moment. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'en avais une petite idée, mais même pas de votre part, monsieur le maire. Enfin, c'est pas une communication de la mairie, c'est des bruits de couloir. Il faut faire attention sur les bruits de couloir. C'est pas forcément les sources d'information les plus sûres. Donc, effectivement, ça aurait été intéressant qu'on puisse avoir, je pense même en commission finance, puisque c'est le lieu où se discutent des ressources humaines, mais un point sur cette évolution importante de l'effectif communal, enfin, il me semble. Donc voilà, on apprend ça, je vous pose la question, donc on a la réponse, M. Daléry a demandé sa mutation. Super. Enfin, c'est un mode de fonctionnement qui est quand même très particulier. Alors j'ai l'impression que les gens de la majorité me regardent en disant « mais comment ça, t'es pas au courant ?» Non, je ne suis pas au courant. Vous l'êtes maintenant, du coup, aujourd'hui, si vous n'étiez pas... sur les délégations, du coup, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Emery. Au-delà de être au courant, je pense que la question surtout qu'on se pose tous, c'est comment va se faire remplaçant, par qui, c'est quelqu'un déjà notifié, sur combien de temps, etc. Donc il va être lancé, aujourd'hui c'est Jacqueline Rua qui assure la direction générale des services de la ville à l'intérim, tant que le nouveau directeur général, un ou une nouvelle directeur ou directrice générale des services soit trouvé. Il sera sur une PDS. Après, tout dépendra du processus de recrutement et du succès du processus de recrutement. Merci Jacqueline de prendre la charge additionnelle, donc je pense que ça mérite de remercier. En fait. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de choix, mais voilà, merci en tout cas. Est-ce que sur la délégation, il
il y a sur la décision, il y a d'autres remarques. Ensuite, nous avons reçu une question de série de questions pour lesquelles nous avons apporté des réponses. Je commence par les questions de M. Guibert. Donc la première, c'est concernant la date d'audition de la police municipale et de la gendarmerie. C'était prévu à l'ordre du jour aujourd'hui. J'ai expliqué que ça devait être décalé pour des raisons de problèmes personnels pour un des deux intervenants. Donc ça sera reporté en septembre. Vous nous avez interrogé sur le déploiement des caméras de surveillance de la ville. Il y a eu des réunions techniques qui se sont tenues la semaine dernière. Pour l'instant, au niveau financier, on n'a pas les impacts de ces réunions techniques, donc on devrait être en mesure de les présenter prochainement à la fois en commission finance et aussi en commission travaux, parce qu'il va y avoir des installations aussi dans la ville. Le point suivant, ça concerne le bilan patrimonial. Donc la commission de finances de septembre sera dédiée au sujet du patrimoine. Sur les questions sur le plan canicule, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été mis en place. Sur l'association au cahier des charges de l'appel d'offres des termes, je rappelle qu'il y a un groupe qui a été constitué pour suivre les termes, en plus de la commission thermalisme. Il y a un siège qui a été donné à l'opposition, en tout cas qui a assisté aux travaux, et je crois que les principaux éléments contenus dans le cahier des charges ont été échangés dans ces différents groupes, en tout cas dans la commission ad hoc. Et ensuite, sur les communications où on cite les élus de Divonne, vous demandez de cesser cette façon de faire, et du coup, on vous explique que nous, on agit aussi, en tout cas la communication institutionnelle de la ville, elle vaut pour la valorisation des actions de l'ensemble des élus de la collectivité, et nous continuerons à faire comme nous le faisons aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention que nous changions notre système de communication sur ce point-là. Voilà pour vos réponses, M. Guibert. Ensuite, sur les questions posées par le groupe uni. Oui. Je crois que sur la dernière. Oui, je finis mes réponses et après, je rappelle, c'est moi qui donne la parole parce que je préside ce conseil municipal. Donc sur les délégations, donc il est 188 la 202, on a répondu. Et ensuite, sur la piscine, vous nous avez interrogé, et cette interrogation faisait suite à un mail que vous nous aviez transmis je crois, au début du mois de juillet, faisant part de l'insatisfaction, en tout cas, le 30 juin, faisant part des insatisfactions que vous pouviez entendre, ou que vous avez même pu constater vous-même en allant au centre nautique, sur la gestion de ce centre nautique. Donc, il y a sur la méthode des services de la ville, avec un rapport très régulier avec Récréa et Laurence Beccarini qui suit ce sujet, les rencontre également chaque semaine, de manière à améliorer une situation qui n'était pas pour nous non plus une situation satisfaisante, notamment sur la qualité de l'eau et notamment la qualité du bassin. Dans la réponse qui vous a été formulée, une panne de robot qui a été du coup réparée et l'achat d'un deuxième robot qui permet d'entretenir de manière plus régulière l'ensemble des bassins et notamment d'utiliser deux robots séparés pour le grand bassin, un robot, et pour les autres bassins, le deuxième robot. Il y a eu des problématiques de pH et de chlore au démarrage qui ont été résolues, qui ont contraint les utilisateurs de la piscine à ne pas pouvoir utiliser le bassin moins d'une demi-journée d'ouverture, c'est quelques heures à chaque fois sur les deux sujets. Nous avons des carreaux cassés dans le plongeoir qui seront réparés dans les prochains jours. L'échelle qui donne sur ces carreaux est condamnée le temps que les carreaux soient réparés. Les carrelages autour du bassin seront réparés régulièrement parce que dès qu'on constatera une casse. Des remarques ont également été faites sur l'accueil de la piscine par les agents qui sont à l'accueil de la piscine et sur le comportement des maîtres nageurs. Donc j'imagine que là-dessus aussi des améliorations ont été faites. Sur les espaces verts, les entreprises ont augmenté leur passage. La fuite qui était celle du toboggan a été réparée. Et dans les sanitaires, un certain nombre de réparations ont été faites. Il y a encore 3 douches qui sont condamnées dans l'attente
du remplacement des robinets, notamment une douche qui donne sur la piscine avec le pédicule. Normalement, les travaux devraient se faire soit cette fin de semaine, soit à la fin de la semaine prochaine. Et pour améliorer aussi les usages, le règlement intérieur a été retravaillé pour délimiter les espaces de manière à ce que chaque utilisateur puisse respecter les autres utilisateurs de la piscine. Très clairement, on n'a pas été nous-mêmes satisfaits de l'entreprise de service qui a géré la piscine sur le premier mois de l'ouverture de la saison. On a aujourd'hui, je pense, retrouvé une piscine qui est une piscine avec moins de problèmes. On le voit au niveau des entrées, parce qu'on a quand même une augmentation du nombre d'abonnements, du nombre d'entrées par jour à la même période. Alors pas forcément ces derniers jours parce que c'est la canicule, mais d'une manière globale depuis le 24 mai. Pas pour dire que la piscine est parfaite, je dis ça simplement pour donner des points d'information. Et notre vigilance, elle sera continue à ce point que l'équipement de la piscine soit utilisable et continue à être fréquenté par les Divonnais, mais également par les touristes. Voilà pour les réponses. Alors je crois qu'il y avait une demande de prise de parole de Mathieu Emery sur un des points que j'ai évoqués préalablement, avant de vous redonner la parole, Monsieur Guibert. Je voulais juste reclarifier, je ne suis pas sûr d'avoir totalement saisi la réponse à la question d'Amaury. Et si la question d'Amaury, c'était de savoir si on avait reçu le cahier des charges, c'était ça ton point? Bah si je peux reformuler peut-être. Oui, oui. Encore Mathieu. Oui, écoutez, moi je suis à la commission tourisme. Nous avons demandé à avoir le cahier des charges de l'appel d'offres des termes. En tout cas, moi je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas si toi, Mathieu, tu l'as eu, mais apparemment pas. Tu ne l'as pas eu non plus. Donc on a demandé à avoir cet appel d'offres. On a demandé à le relire, on a demandé à le travailler. Je pense que ce sujet, c'est un sujet primordial pour Divonne, pour l'avenir de Divonne. Donc il n'est pas acceptable que nous n'ayons pas été associés. Et on l'a demandé plusieurs fois. Donc ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, tu compléteras Mathieu si tu souhaites, ma deuxième remarque. On a souhaité, quand vous communiquez, vous dites les élus. Non, certaines fois, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous indiquez. Donc je me permets d'insister, si vous communiquez des choses, j'aimerais que vous indiquiez les élus de la majorité, en tout cas si vous continuez à le faire. Moi, ça ne me satisfait pas que vous nous associez sur des communications sur lesquelles je ne me reconnais pas. Enfin, mon groupe ne se reconnaît pas. Peut-être sur les termes. Véronique. Oui, donc effectivement, le cahier des charges sur les termes n'a pas été évoqué dans le détail, ligne par ligne, en commission tourisme. On avait présenté, Pierre Dallery et moi-même, nous avions présenté les grands axes de la concession qui n'ont pas été remises en question, puisque, maintenant ça date déjà d'un petit moment, puisque on a été amené donc à retenir 4 candidats. Donc dans le cadre de la procédure, et ça restait effectivement des termes très juridiques. Donc non, aucun membre de la majorité n'a eu aussi en sa possession le cahier des charges de la concession de l'établissement thermal. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Guibert. Si je peux juste ajouter, ça date pas d'il y a quelques mois, on a demandé ça à la dernière commission. On a dit, écoutez, voilà, il y a 15 jours avant que ce cahier des charges soit émis, donc on souhaite l'avoir. Je pense que tu es témoin, Mathieu, tu étais à cette commission également. Donc on a demandé à la travailler, je pense que ça aurait été souhaitable de la travailler en commun, de travailler en commun ce cahier des charges. Voilà. Je prends note que nous n'avons pas été associés à ce cahier des charges et à cette réflexion. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Madame Gauffier. Moi, c'est juste une question de forme. Dans la
question, quand on a envoyé la question écrite, la réponse a été faite qu'une lettre avait été envoyée aux élus à propos de la piscine. Je reviens à propos de l'état de la piscine, à savoir que moi je ne l'ai pas reçue cette lettre et je crois que Vincent Quincampoix non plus. On n'est pas. Est-ce que c'est au moment du passage en Gmail? En fait, ça a été envoyé le 10 juillet à 19h. Moi je ne l'ai pas eu. Alors on vous la refera passer. On l'a eu depuis par voilà. Mais voilà, on n'est pas dans. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans le listing des élus? Voilà. Il a pas eu dans le passage de la Gmail, il y a un souci. On s'assurera de vous le renvoyer, même si vous l'avez eu, mais au moins qu'on puisse tester si vous avez plus de problème avec Gmail. D'accord. Tout ça. Merci. Et bien alors on le fera passer à tout le monde. Regardez dans vos spams. On va s'assurer que c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Monsieur Augustin. Monsieur le maire, la première chose, c'est que notre courrier du 30 juin, c'était pas pour faire part des insatisfactions, parce qu'après, on va avoir l'impression qu'on se plaint tout le temps. Oui, l'état de la piscine n'était pas satisfaisant. On proposait une solution qui était de réunir une commission ad hoc travaux et associations, de façon à ce qu'on mette les différents intervenants avec le prestataire pour travailler efficacement et trouver des solutions. Pour être très clair aussi, je crois que vous aviez déjà pris le taureau par les cornes, peut-être pas quand ce courrier est parti, mais en tout cas juste après, et que les choses avançaient. Il se trouve qu'on a une saison de piscine qui dure 4 mois, en gros, je ne me trompe pas. 4 mois, ça fait ça, même pas 4 mois, qu'on a plus d'un tiers de la saison qui est passée, et qu'on en est toujours à changer les pommes de touche. Et je pense qu'il y a quand même une difficulté dans la préparation de la saison, dans la gestion et dans l'image qu'on donne de Divan-les-Bains. Quand on n'a pas un robot pour nettoyer une piscine municipale avec un bassin de 50 mètres, un petit bassin, des pédiluves, etc., ça semble juste hallucinant. Donc on peut mettre ça sur le dos du prestataire, mais je pense qu'on a tous ensemble la charge de trouver des moyens de préparer cette saison et que ces faits ne se reproduisent pas. Je l'ai rappelé aussi, le problème de la pompe à chlore ou pompe à pH l'année dernière, on l'a rencontré, on a eu des fermetures l'année dernière. Il a été précisé qu'il fallait que c'était un objectif qu'on a partagé en commission travaux en disant il ne faut pas qu'on se retrouve dans la même situation cette année. On me dit que c'est juste une demi-journée, mais enfin, une demi-journée c'est déjà beaucoup, non? Je ne sais pas. Pour fermer un équipement public qui est ouvert 107 jours par an, voilà. Et après la satisfaction, moi je peux vous confirmer que c'est pas parce que le nombre d'entrées augmente, je crois que c'est assez proportionnel à la température, que les gens sont satisfaits. Je crois que les gens ont pris des abonnements, etc. dans d'autres piscines autour, et que pour l'instant ils fuient la piscine de Divonne. Alors on n'a pas les mêmes retours, parce que c'est aussi un peu le jeu de la politique. Je pense que les gens viennent plus vers moi pour se plaindre, mais ça fait des semaines que l'état de la piscine n'est pas satisfaisant. Pas forcément, c'est Bertrand, les gens viennent aussi vers moi pour se plaindre, mais même plus pour se plaindre que pour vous féliciter. Mais vous avez une nuit sélective dans ce cas-là, en tout cas vous ne faites pas état. Pas du tout. Vous ne faites pas état de ces positions. Si on agit, c'est qu'on a aussi des retours et que dans cette assemblée, dans la majorité, il y a une partie des personnes présentes qui vont très régulièrement à la piscine et qui font part également de leur insatisfaction ou du non-entretien ou de ce qui a été, de ce à quoi nous avons répondu et qu'on essaye de corriger. Voilà. Okay. Donc on a exactement les mêmes échos que vous, c'est pour ça qu'on était satisfait et qu'on l'a fait savoir à Récréa. Voilà. 2 points. Le premier, techniquement, vous n'avez pas répondu à une des critiques qui est faite à cette piscine, qui est la température de l'eau. Il a été dit et redit par de nombreux utilisateurs qu'elle était trop chaude. Et c'était. Alors, la consigne de sortie, c'est 26 degrés. On l'a baissé de 2 degrés par rapport à l'année dernière. Sauf que quand il fait très chaud, la température des bassins réaugmente. Donc, on a 2 solutions. C'est soit, quand on sait qu'il va faire chaud, on baisse la température de consigne. Avec, du coup, si le lendemain il fait moins chaud, une température de l'eau qu'on devra réaugmenter pour être à la consigne de 26. Donc, redemander plus d'énergie pour pouvoir augmenter la température de l'eau. Et voilà, en fait, après, nous, on est bien, enfin, je viens tout vous détailler techniquement, mais la température de sortie, c'est 26 degrés de consigne et c'est pas 28. On a décidé de faire un effort aussi là-dessus cette année. Et les températures enregistrées dans les bassins, c'est combien? Ah, mais c'est plus, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a... Monsieur Scatolin, monsieur le maire, si vous mettez le thermomètre devant votre clim, est-ce que vous pensez que vous avez
une vision réelle de ce qui se passe je dans vous votre invite, pièce. mais si vous êtes disponible demain matin, Mais je vous ai proposé à une 8 commission, heures, je vous ai proposé une commission ad hoc. et je pense qu'on peut faire des commissions, des groupes ad hoc. On va passer 15 jours à trouver une date pour se réunir. Je pense qu'on a des organisations hebdomadaires où on a des points particuliers. Si vous le voulez, demain matin, on peut se retrouver à 8 heures à la piscine pour faire un point sur les travaux avec le délégataire de la piscine et regarder ces questions de température notamment. C'est noté. Deuxième point, vous avez répondu évasivement, mais c'était déjà le cas dans le dernier conseil municipal, sur le montant qui avait été investi cette année sur la piscine municipale. Puisque à chaque fois j'ai un chiffre de 300 000 € qui revient, un coup c'est pour les 2 dernières années, un coup c'est pour les 2 prochaines. J'arrive pas à savoir combien on investit cette année dans la piscine. La dernière fois vous n'avez pas voulu répondre, donc je retente ma chance. Et j'avais demandé à ce qu'on vous donne les chiffres en commission de travaux. Donc, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, a priori pas. Donc moi-même, je vous enverrai. Non mais je préfère poser la question, donc je vous les enverrai moi-même demain pour vous détailler les travaux qu'on a réalisés. Voilà. Et je vous les ai reposés dans le courrier, vous n'avez pas plus répondu dans le courrier. Hein. Je vous le fais c'est pas vous qui avez répondu, mais c'est... de manière détaillée. Voilà. Je vous détaillerai même ça si vous voulez demain matin quand on se voit à 8h. Nickel. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Picampois. Là, on a reçu aujourd'hui une présentation du conseil municipal. Un fichier, je ne sais plus si c'est PowerPoint ou moi. Et donc c'était sympa, hein, c'était je crois une des premières fois. C'était pas... Non, on l'a quasiment à chaque fois. C'est vite. Non. Sauf peut-être la dernière fois, elle n'a pas eu le temps d'être. Je crois que oui. Je crois pas, mais peut-être que oui. Donc je laisserai le doute planer. Mais pourquoi est-ce qu'on l'affiche pas là? Pourquoi est-ce qu'on On a un système de projection qui n'est pas de qualité et que chaque élu est doté d'un ordinateur fourni par la ville et qu'on estime qu'on peut aussi regarder la présentation sur son ordinateur fourni par la ville. Oui, si vous voulez, mais il y a... Et on trouve un moyen d'améliorer la diffusion. Ça se faisait. Oui, mais on avait des retours comme quoi c'était pas lisible. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi cette présentation-là. Je trouve qu'il faudrait se tenir à quelque chose de fixe. Enfin, ok, mais on refera la présentation, c'est pas un souci. Non, c'est nous. Ok. Il y a d'autres sujets? Monsieur Emery. Précisément. Juste un point de suivi par rapport à la dernière intervention du dernier conseil municipal, donc sur la question des comités de quartier ou conseils de quartier. Mon voisin Julien a fait une proposition qu'on trouve très intéressante. Il n'y a pas eu de réponse officielle sur ce sujet. Quelles sont les prochaines étapes? Vous avez Eric Gabaret. En tout cas, Eric Gabaret m'a indiqué. Eric a juste écrit un commentaire par mail. Oui, en vous demandant de faire remonter vos remarques sur les conseils de quartier qui auraient une synthèse qui serait faite en septembre. Voilà. Ce à quoi Julien a rebondi en proposant qu'il y ait une vraie concertation. Pardon, je ne veux pas te mettre avec vous, je suis désolé, c'est pas très cool ce que je fais, mais. Si, Julien. C'est Julien, voyons. Moi, t'as tout à fait le droit de parler. Hein. Faut pas hésiter, t'as pas besoin de porter. Ah, moi, tout le monde a reçu l'email. Tout le monde a vu l'email, vous y compris, donc je demande un point d'étape. Et si il suffit juste de faire un email, je renouvelle le fait que je pense que c'est totalement insuffisant par rapport à l'enjeu de la question. Et par ailleurs, j'aimerais qu'on comprenne exactement quelles sont les formalités des réponses par mail, sur quoi on est interrogé, quels sont les délais de réponse, etc. Donc juste répondre par mail, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc j'aimerais avoir des instructions un peu plus claires de la part d'Eric Gabaret, qui malheureusement n'est pas là ce soir. Et on veut savoir sur quoi il faut s'exprimer et sur quel délai, à minimum. Je ferai part de votre demande afin qu'il puisse préciser les éléments et vous redonner la parole. Et peut-être aussi avoir un avis sur ce qui est même proposé au-delà. Parce que quand on fait des propositions, évidemment, ça ne retient pas votre attention, en tout cas pas longtemps. Et quand ça vient de l'autre côté, ce serait au moins agréable d'avoir une réponse, qu'on puisse comprendre aussi votre point de vue. Je lui ferai part de votre remarque et il vous répondra. À tous, c'est pas un... Oui, mais à vous, il est très en copie, en espérant que la liste de diffusion fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres remarques?
Si tel n'est pas le cas, je vous souhaite un bel été et le prochain conseil municipal a lieu le 11 septembre.